Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Bienvenue à tous sur ce deuxième live consacré à la pédagogie financière. Deuxième vendredi, il est 11h30. Je tente un horaire différent qui vous permettra peut-être de pouvoir regarder le live sur l'heure de midi. Je continue donc de vous transmettre les outils nécessaires à la création de votre patrimoine. Et d'ailleurs, à ce sujet, je viens de terminer un guide complet comment créer son patrimoine et je vous mettrai en commentaire le lien pour le télécharger. Donc, on continue aujourd'hui avec les bases puisqu'on va voir comment on construit un patrimoine. Et je précise encore une fois ici, je vous affiche la bannière, que ceci n'est pas un conseil en investissement. Je suis obligé de le dire. Si vous souhaitez des conseils personnalisés, il faudra prendre rendez-vous avec moi. Voilà pour la petite phrase. Je vais donc pouvoir y aller. Je vais pouvoir partager la fiche que je vous avais partagée cette semaine sur Facebook. J'espère que vous voyez bien l'écran, que c'est bien partagé. Donc la pyramide du patrimoine, c'est ce qui va vous donner un schéma vous permettant de développer votre patrimoine sur des bases saines. Donc, je compare toujours, comme je dis, la création d'un patrimoine avec la construction d'une maison. On commence par les fondations, puis on monte les étages, on termine par le toit. Si vous voulez que votre maison ne s'effondre pas, eh bien, il faut des bases saines et solides. C'est la même chose pour votre patrimoine. Il faut faire les choses dans l'ordre. Et faire les choses dans l'ordre, c'est déjà décider si on souhaite acheter ou louer sa résidence principale. Ça peut paraître simple, mais c'est important. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Je ne vais pas vous dire aujourd'hui ce qu'il faut faire ou pas. Ça va dépendre de chacun. Ça dépend de vos projets, ça dépend de vos envies, de votre travail. Est-ce que votre travail vous demande des mutations régulières ou pas? En tout cas, en restant bloqué sur le projet résidence principale, on ne monte pas dans les étages. Vous allez vouloir garder un apport pour ce projet, une capacité d'emprunt aussi. Et donc, vous procrastinez sur vos décisions d'investissement. Donc, il faut rapidement savoir ce qu'on fera de ce côté-là. En tout cas, au moins pour les années à venir, puisque aucun choix n'est définitif. Dans 5 ans ou 10 ans, vous pourrez revenir dessus. Mais en tout cas, c'est assez important de faire un choix pour maintenant. Donc, les fondations de la maison, c'est l'épargne de précaution. C'est le matelas de sécurité. Je vous en ai parlé lors du dernier live. C'est celui dans lequel vous vous servirez en cas de coup dur. Mais surtout, c'est le matelas qui vous permettra d'avoir l'esprit serein pour investir le reste. Concrètement, c'est la base de votre patrimoine. C'est le plus important. Se constituer le plus tôt possible une épargne suffisante. Alors, en faisant attention de bien la dimensionner, ça ne sert à rien de trop en mettre non plus. On parle généralement de 3 à 6 mois de salaire ou 6 à 12 mois de charge. Ou encore un forfait au ressenti aussi, hein, on est tous différents. Certains auront besoin de 5 000 € pour être serein quand il en faudra 20 000 à d'autres. Ça dépend de votre rythme de vie aussi, de vos revenus. Et voilà d'ailleurs encore une bonne raison de prendre un moment pour remplir votre tableau budgétaire. On va ensuite pouvoir construire le premier étage, et le premier étage, ce sera le fonds en euros. Alors pour moi, ce n'est pas un étage qui est indispensable, en tout cas pas pour tout le monde. Il va jouer un rôle d'amortisseur entre le court terme et le long terme, mais seulement si vous avez besoin de garder une épargne disponible, sécurisée, qui dépasse les plafonds des livrets. Je vous donne un exemple. Si vous avez vendu un appartement 100 000 € par exemple, vous souhaitez les réinvestir dans l'achat de votre future résidence principale, mais pas tout de suite, seulement dans 2 ans, 3 ans ou un peu plus. Vous n'allez pas pouvoir garder 100 000 € sur un compte courant, ce ne serait pas prudent. Vous dépassez largement les plafonds des livrets, donc vous n'avez pas accès au livret pour ces 100 000 € là. Et ce n'est pas prudent de les investir sur un support qui ne va pas être garanti, puisque vous risquez de mettre à mal votre projet d'investissement en résidence principale. Et dans ce cas, le fonds en euros peut être une bonne solution. Mais sinon, et c'est mon avis personnel, hein, les rendements sont trop faibles pour s'en servir comme un placement. Si vous avez besoin d'accéder aux fonds en euros, ils sont disponibles via les contrats d'assurance vie. Le deuxième étage, ce sera celui où on commence à parler d'investissement, avec la bourse et l'immobilier, bien sûr, qui sont les 2 piliers de l'investissement. Alors là, on utilise le mot bourse, mais on aurait pu, à la place, parler d'épargne, tout simplement. Et là encore, tout va être question de personnalité, d'objectifs. Et c'est d'ailleurs une partie très importante de mon métier, du métier de conseiller en investissement financier, de définir votre profil investisseur.
il faut bien appréhender le couple rendement-risque et construire une stratégie qui est alignée à vos projets de vie et à votre profil surtout. Si à chaque fois, par exemple, vous entendez le mot crise aux informations, vous ouvrez vos comptes et vous n'avez qu'une seule envie, c'est de vendre vos positions, de fermer votre assurance vie avant que ça baisse, ben peut-être que la bourse, n'est pas fait pour vous, tout simplement. Ceci dit, lorsqu'on parle de bourse avec nos clients, ils imaginent souvent qu'ils vont devoir se transformer en traders, comme les traders de New York ou de Paris, alors que la plupart du temps, vous investirez tout simplement en bourse au travers d'une assurance vie, d'un plan épargne retraite ou d'un PEA. D'ailleurs, généralement, bourse égale assurance vie. Alors, sur des fonds qui seront plus ou moins performants, mais je peux également vous proposer à la place de la bourse de placer votre argent en assurance vie sur des fonds moins volatiles, comme une assurance vie constituée d'immobilier professionnel, par exemple, comme des SCPI, et des fonds obligataires d'entreprise. C'est pour ça que je parlerai plutôt d'épargne à la place du mot bourse. Et idéalement, cette épargne doit répondre à un objectif. C'est ce que je dis tout le temps également. Si vous souscrivez à un contrat d'assurance vie, par exemple, il doit être lié à un objectif. Ça peut être préparer un voyage dans plusieurs mois ou dans plusieurs années, dans 10 ans par exemple, préparer les études des enfants, ce que vous voulez. C'est un objectif qui doit être déterminé en termes de temps, et puis surtout, l'enveloppe doit être définie également. Vous ne pouvez pas vous dire je vais partir en voyage plusieurs mois et donc j'économise. Ça ne fait pas de sens. Vous devez donner un délai à ce départ, et puis une somme d'argent. Ça nous permettra de savoir combien il va falloir épargner mensuellement, à quel rendement il va falloir le placer pour savoir si dans 10 ans, vous aurez bien vos 10 000 € pour partir en voyage. Rien ne vous empêche, si vous n'êtes pas trop bourse, si vous n'êtes pas placement volatile, de pencher un peu plus vers l'immobilier. Vos deux piliers ne sont pas forcément réguliers. Vous pouvez pencher un peu plus vers l'immobilier. Et là, c'est pareil. On pense tout de suite immobilier classique. Quand on parle d'immobilier, on va penser à un appartement qui va être loué en nu, loué en meublé sur Airbnb, par exemple. Même si, avec les nouvelles lois Airbnb, ça va commencer à devenir plus compliqué. Mais alors qu'il existe pas mal d'autres choses que je vais vous présenter lors de futurs lives. Pour investir dans l'immobilier, vous avez les sociétés civiles de placement en immobilier, vous avez les résidences de services, étudiants, résidences seniors, ou encore d'autres fonds immobiliers. Il existe plein de choses dans l'immobilier. Et donc, une fois que vous aurez mis tout ça en place, on pourra penser au toit de la maison. Et le toit de la maison, c'est les placements alternatifs. C'est ce que j'appelle généralement de l'optimisation d'épargne. Plutôt que de laisser votre argent fondre à 3% sur le livret A par exemple, vous l'investissez en financement participatif afin de financer des projets et ça vous permet de ne pas avoir de l'argent bloqué pendant 8, 10 ou 15 ans comme un investissement classique. Votre argent va être bloqué 12 à 24 mois en fonction des projets et les rendements qui sont proposés, les rendements bruts, peuvent tourner autour des 9-10%. C'est quand même mieux que 3%. Seulement, encore une fois, ce ne sont pas des placements qui sont garantis. Donc, il faut bien comprendre les risques liés à un investissement. Et c'est à nous, en tant que cabinet de gestion de patrimoine, de trouver les partenaires solides et de vous proposer les meilleurs partenaires pour que votre investissement se passe bien. Donc, quand on parle de placement alternatif, on parle d'une représentation de 0 à 20% de votre patrimoine. Vous n'allez pas tout mettre, vous n'allez pas mettre tout votre patrimoine, par exemple, sur un projet de rénovation d'immeubles qui va être revendu, par exemple. Si le projet capote, vous avez perdu tout votre patrimoine, ça ne fait pas sens. Donc, entre 0 et 20% sur du risqué, il n'y a pas de problème à ce que ce soit 0 € si vous n'aimez pas le risque. Là où l'épargne et l'immobilier vont représenter entre 80 et 100% de votre investissement, enfin de votre patrimoine plutôt. Donc, pour résumer, pour la fin de cette fiche, vous l'avez compris, qu'on l'appelle fusée du patrimoine, comme je précise dans mon guide, si vous le téléchargez, ou comme ici, pyramide. L'important, c'est de créer des fondations solides et de monter les étages un par un. Donc, pour construire votre patrimoine, votre pyramide, commencez par les fondations, des fondations solides. Soyez clair sur votre projet de résidence principale, achat ou location. Ne sous-estimez pas votre épargne de précaution, afin de vous sentir sécurisé sur le court terme et en cas de problème ou d'aléa dans la vie. Et si les premiers étages de votre pyramide sont solides, vous pouvez investir en fonction de vos projets et de votre profil.
C'en est tout pour cette fiche, je pense. Je vais pouvoir départager mon écran. J'espère que ce deuxième live vous aura plu. Je n'ai pas trop de notion de combien de temps il a duré, 10 ou 15 minutes peut-être. J'espère surtout qu'il commence à vous donner envie d'en savoir un petit peu plus et d'aller un petit peu plus loin. Je vais donc vous mettre le lien pour télécharger mon guide en premier commentaire. Et puis, je vous remettrai également le lien pour prendre un rendez-vous téléphonique avec moi. Je vous mettrai le lien de mon agenda. Je vous dis à la semaine prochaine. On va commencer à étudier ce qu'est une assurance vie. Alors, initialement, je souhaitais continuer la pédagogie, vous parler de différentes choses, ce qu'est un fonds en euros, ce qu'est une unité de compte, qu'est-ce que sont les intérêts composés, par exemple, et pourquoi c'est important d'épargner le plus tôt possible. Et finalement, je me rends compte que juste avec l'assurance vie, il y a déjà beaucoup de choses à voir. Tous ces sujets-là sur les fiches d'assurance vie, on va les voir. Qu'est-ce qu'un fonds en euros? Qu'est-ce qu'une unité de compte? Comment ça fonctionne les intérêts composés? Quelle est la mécanique des intérêts composés? Donc du coup, autant entrer directement dans le vif du sujet, autant vous présenter les solutions qui s'offrent à vous. Donc, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Je vous dis à la semaine prochaine.